jeunes collégiens, lycéens, étudiants d'assister à cette présentation. Alors, sous un nom un peu barbare, évaluation technico-économique des produits pour une chimie virale, je vais vous dire en 2 mots de quoi il s'agit. Vous comprendrez tout de suite, et puis tout le reste de l'exposé sera basé là-dessus. C'est que l'industriel, quand il conçoit un produit, il vaut mieux qu'il anticipe des futurs problèmes ou interdictions plutôt que d'avoir lancé le produit sur le marché et de s'apercevoir qu'il n'est pas du tout conforme aux besoins, à la réglementation ou à des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça l'objet de ce travail qui a fait l'objet d'un bouquin qui est sur la table là et qui est apparu au mois de janvier dernier. Voilà. Et c'est le fruit de 4 ans de travail à travers les membres de cette association. Alors, nous sommes basés à Paris, à la Maison de la Chimie, au lieu très connu qui abrite plusieurs associations qui travaillent dans le domaine de la chimie. On est une association de loi 1901 qui est reconnue utilité publique et tous ses membres sont bénévoles. Donc nous n'avons pas de salariés, nous sommes tous bénévoles, tous plus ou moins experts dans des domaines très variés tels que la toxicologie, le génie chimique bien sûr, la pharmacie. En fait, on couvre beaucoup de domaines scientifiques et on est tous complémentaires pour réaliser nos missions. Quelles sont nos missions ? Ce sont principalement aider les entreprises dans la conception de leurs produits. Notre cœur de métier, c'est le produit. Le produit, et vous savez que tous les produits qui sont mis sur le marché, plus ou moins, il y a de la chimie à la base. Ça, tout le monde ne le sait pas. Vous achetez du textile, il y a de la chimie. Vous achetez des médicaments, il y a de la chimie. Il y en a partout, les peintures, il y a de la chimie. Tout est chimie. Même notre corps, s'ils exagèrent un petit peu, c'est de la biologie, c'est de la biochimie, mais il y a des réactions chimiques en permanence, des réactions enzymatiques avec des catalyseurs. Donc la chimie est à la base de pratiquement toute notre organisation. Et puis on s'intéresse aussi beaucoup à la vie sociétale, parce que la chimie, vous qui êtes jeunes, le mot chimie, les étudiants, les jeunes, ça leur fait peur. Même le grand public, ça fait peur parce qu'on imagine la pollution, les accidents. Enfin, donc la chimie est souvent un reboutoir. Et notre rôle, c'est de faire aimer au public, aux jeunes notamment, la chimie, parce qu'on peut tout faire avec de la chimie. Vous pouvez faire des cosmétiques, de la pharmacie. Donc c'est aussi pour le bienfait de l'humanité. C'est pas que l'aspect négatif de la pollution dont on entend souvent malheureusement parler dans les médias. Voilà, donc ça c'est un peu notre mission, et pour cela donc on fait des séminaires de vulgarisation de la science sur des thématiques que je vais développer, et on édite aussi une revue scientifique, une revue d'auteurs dans laquelle écrivent beaucoup de nos membres, mais pas que, beaucoup de gens de notre réseau. Et comme je le disais, on a des experts absolument dans tous les domaines. Il y a peu de domaines où on n'a pas d'experts. Ou alors il faut être capable d'aller les chercher. Voilà. Donc on est indépendant, un espace neutre, donc on accepte le dialogue. Il y a des gens qui ne peuvent pas être d'accord forcément sur de la science. On ne fait que de la science, c'est de la technologie. Voilà, donc ce sont des sages, entre guillemets, des personnes physiques, des entreprises. On a moitié de nos membres qui sont dans l'industrie et moitié dans l'enseignement et la recherche. Voilà, c'est assez équilibré. Bien sûr, on ne fait pas de politique, on ne prend pas parti pour tel ou tel dogme, mais on est ouvert et bien sûr, on accepte et on débat. Voilà. Alors, les entreprises, maintenant, pour venir au cœur de notre sujet, comme je l'ai dit, on a un monde qui est en permanence en évolution. Et ça, c'est important de savoir. Et il y a des contraintes, beaucoup de contraintes, qu'elles soient réglementaires, normatives, et puis sociétales aussi. Donc, vous avez peut-être pas entendu parler à l'école de la responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'est un terme assez récent. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, toute entreprise a une responsabilité sociétale. L'entreprise a un rôle à jouer dans la société. D'abord, elle fournit des emplois et elle fabrique des produits. Et puis les gens, ils doivent se sentir bien dans l'entreprise aussi. Et l'entreprise, elle doit respecter un tas de choses. D'ailleurs, maintenant, avec les médias, il est difficile de faire autrement.
Sinon, vous êtes boycotté et l'action en bourse plonge. Et puis, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est quand même la rentabilité, parce que si l'entreprise ne fait pas de profit, elle disparaît. Et puis, donc, il y a aussi des choses qui sont nouvelles, la numérisation. Vous avez entendu parler d'intelligence artificielle, donc notre rôle, même si on est déjà d'un âge certain, c'est des technologies pour lesquelles les experts un petit peu plus âgés doivent se mettre à jour. C'est fondamental. Donc l'intelligence artificielle, l'Internet of Things, c'est la robotique, et puis aussi le dernier point, mais qui n'est pas le moindre, c'est la transmission du savoir. Une entreprise, si elle n'est pas capable de transmettre au sein de ses salariés les compétences, eh bien, elle va à la catastrophe. Et dans les compétences, il y a le savoir théorique, ce qui est écrit, mais il y a au moins autant dans l'entreprise de choses qui ne sont pas écrites. La transmission par l'oral. Et ça, c'est un peu dramatique. Alors, tout ne peut pas se transmettre par écrit, parce qu'il y a des savoir-faire qui se transmettent oralement ou manuellement, mais il faut essayer, autant que possible, de transmettre son savoir. Alors, ça peut être au sein de l'entreprise, mais ça peut aussi diffuser le savoir-faire à l'extérieur aussi. Donc, alors ça, j'en ai déjà parlé. Alors, là, je vais faire un petit peu de marketing. Donc, quand vous êtes consommateur, client, il y a trois choses qui fait que vous achetez ou vous achetez pas le produit. Il y a déjà, il faut qu'il soit fonctionnel, qu'il soit pratique, etc. Il faut que le prix soit acceptable. Il faut que le service soit au rendez-vous, parce que si tombe en panne, il faut être sûr qu'on fabrique des pièces détachées encore et que vous allez avoir un dépanneur qui va venir le réparer chez vous. Ça, c'est les trois piliers du produit vu par le client. Ensuite, quand c'est vu par l'entreprise, alors après il y a un mot, le marketing, savoir s'il y a un marché, comment le positionner. Et puis l'entreprise, elle s'appuie aussi sur du développement, de la recherche, de l'innovation, de l'engineering, etc. Et puis après, toute la partie production, parce que c'est bien beau de concevoir, mais si on ne sait pas produire, ça pose un problème pour la production. Et puis la logistique aussi. Aujourd'hui, la logistique est fondamentale. Il faut savoir livrer vite et bien. Et puis les produits, c'est comme les individus, ça naît et ça meurt. Donc un produit, il a une phase de lancement qui souvent peut être longue, et puis après il y a une stade de maturité et puis de déclin. C'est pour ça qu'une entreprise, elle ne doit pas vivre sur un seul produit, il faut qu'il y en ait plusieurs, et c'est la courbe en dessous, qui fait qu'au fil des ans, voire des décennies, l'entreprise survit parce qu'elle a des produits qui naissent et qui meurent en permanence. Alors après, il y a des produits qu'on revampe, c'est-à-dire qu'on réactualise, on les remet à la mode au bout du jour en faisant un peu de cosmétique autour de ça. Alors les études, c'est un peu rébarbatif, mais je vais essayer de passer vite là-dessus. Donc on lance des recherches pour trouver des nouveaux produits, des nouveaux marchés, des nouvelles applications, des nouvelles voies d'accès. On abandonne aussi souvent des recherches, des secteurs qui ne sont pas considérés comme stratégiques. On améliore certains produits, je disais tout à l'heure que c'est important de savoir les remettre au goût du jour, ajouter des nouvelles fonctionnalités, ça peut jouer sur des détails, mais en permanence, les produits sont revus. Et puis il y a aussi des nouvelles normes qui arrivent. Un produit qu'on faisait il y a 30 ans, aujourd'hui, parce qu'il emploie telle ou telle molécule chimique interdite, il faut remplacer la molécule. Ça, c'est en permanence que les entreprises changent la formulation. Un exemple, par exemple, les cosmétiques. Dans les cosmétiques, il y a encore quelques années, 90% de la matière, elle était d'origine pétrole. Et aujourd'hui, toute l'industrie cosmétique essaye d'employer du biosourcing, des matières végétales. Et donc mais le produit s'appelle le même et le consommateur, il ne voit pas finalement la différence, sauf s'il est vraiment très très pointu. Mais et ça occupe énormément de gens dans l'entreprise pour changer cette formulation, passant d'une matière première
à une autre. Puis il y a des contraintes de prix aussi. Hein. C'est pas parce que c'est vert que c'est moins cher. Hein. Le pétrole reste encore bon marché. Donc voilà, c'est un exemple. Et puis, dans l'entreprise, il faut aussi savoir acheter des concurrents, acheter des sociétés qui sont à vendre. Et puis savoir abandonner des marchés, des pays ou vendre des usines. Ça se fait tous les jours. Ça, c'est la vie normale de l'entreprise. Alors, c'est pas la PME de 10 personnes, hein, c'est en général les grands groupes qui font ça. Hein. L'organisation aussi, tous les jours, on essaye de faire des gains d'optimisation dans le process qu'on appelle le re-engineering. Voilà, donc ça, j'en ai parlé. Ah, alors ça, c'est quelque chose auquel on s'est beaucoup attaché à la SECF, mais pas que nous, hein, d'ailleurs, c'est l'éco-conception des produits. En tant que consommateur, en tant qu'en public, vous avez forcément entendu parler de ce mot-là dans les médias, hein, l'éco-conception des produits. Ça, c'est fondamental. Donc, il faut que ça soit socialement acceptable. Il faut que ça soit économiquement viable, parce qu'effectivement, si on dit demain, je vais faire tel ou tel produit à partir des feuilles de tel à tel arbre, mais si sur la terre, ça pose un problème. Il faut s'assurer de la fourniture, la pérennité de la matière première si elle est biosourcée. Hein. Jusqu'à présent, on utilisait beaucoup de pétrole pour faire des produits, des matières plastiques, à l'infini. C'est un puits sans fond, mais on s'aperçoit aussi que si on remplace par une matière végétale, biosourcée, il y aura aussi des limites. Sans parler aussi du débat dans la société entre pétrole contre nourriture. Si on fait des plastiques, des bioplastiques à partir de cultures végétales et qu'il n'y a plus assez de quoi nourrir l'humanité, ça pose aussi un problème. Donc il faut que ça soit socialement accepté, économiquement viable, et pas à n'importe quel prix, et puis durable. Ça, c'est ce que je vous ai résumé à l'instant. Alors ça reprend un peu la même chose. Alors oui, vous avez sans doute aussi entendu parler du bilan carbone. Aujourd'hui, on chiffre tout en bilan carbone. Combien un humain pèse en bilan carbone? On regarde sa journée, qu'est-ce qu'il fait pendant la journée? Il se déplace, il mange, il se chauffe, il s'habille. Donc on fait des bilans carbone pour tout. Et c'est un indicateur que je dirais la finance au sens très large regarde. On juge les entreprises et les produits par le bilan carbone. Alors le bilan carbone, ça mesure la somme de toutes les émissions, parce qu'on parle beaucoup du CO2, mais il n'y a pas que le CO2. Le CO2, c'est ce qu'il y a de plus facile, je dirais, à mesurer. Et d'ailleurs, vous voyez, quand vous achetez une voiture, tout de suite, on vous dit combien elle consomme et combien elle émet de CO2. Et puis si vous émettez plus de CO2 au kilomètre qu'une certaine valeur, vous êtes hyper taxé. Voilà. Donc c'est un peu l'écologie punitive. Ça, hein. Mais tout se mesure. Un crayon, on connaît son bilan carbone. Un ordinateur, on connaît son bilan carbone. Voilà. Et puis on fait la somme de tous les produits que l'entreprise fabrique pour faire l'empreinte générale. Mais ça va chercher très très loin. Je me rappelle, dans ma jeunesse, j'étais allé visiter Airbus pour vendre un procédé. Et la première question que l'acheteur avait posée, c'est « Vous êtes venu comment? À pied, à cheval, en voiture, en vélo, en avion ?» Voilà. Alors celui qui venait en avion, là, il était tout de suite déjà taxé. Ça, c'était il y a 25 ans. Donc il y a déjà des boîtes qui réfléchissaient à ça dans le bilan global pour fabriquer un Airbus. Si on additionne tout depuis le début du projet jusqu'à la livraison, on sait exactement qu'est-ce qu'il a coûté. C'est le débat de la voiture électrique aujourd'hui. Hein. Voiture électrique par rapport avec une thermique. Je ne suis pas sûr que la voiture électrique ait un bilan carbone global sur sa durée de vie depuis sa conception meilleur qu'un bon vieux diesel. Bon, ça c'est un autre débat. Et alors, donc, c'est pour tout ça un domaine fantastique pour les jeunes étudiants qui cherchent des emplois. Le big data, aujourd'hui, et tout ça, c'est des postes à pourvoir et des expertises que les entreprises recherchent, hein, parce que le big data, tout le monde n'en faisait pas il y a 15-20 ans. Donc les jeunes générations d'ingénieurs, de techniciens, il faut qu'ils soient formés
dans ces domaines-là. Alors le cycle de vie, ça c'est intéressant parce que tout le monde en parle. Je pense que dans vos cours, on a peut-être déjà vous en parler. Et la conception jusqu'à la fin de vie, c'est fondamental. Alors bien sûr, tous les produits ne seront pas recyclables à l'infini. Par exemple, le verre, on sait que ça peut beaucoup tourner. L'aluminium aussi, jusqu'à un certain nombre de cycles. Mais il faudra toujours rajouter de la matière vierge, la matière première vierge dans le processus. C'est très louable, hein, mais déjà tout ne rentre pas encore encore. Il y a de la marge. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Ça, vous en avez entendu parler plusieurs fois. Alors après, là, je vais aller assez vite. C'est du marketing pour évaluer dans un produit si il a des forces ou si l'entreprise a des forces, des faiblesses, des menaces, des opportunités. Alors après aussi dans l'entreprise, donc on s'amuse à calculer, parce que le titre de l'exposé, là, c'est l'évaluation technico-économique. Donc on a dit qu'il y avait plusieurs choses qu'il fallait connaître avant de lancer le produit, mais dès la conception, dès le projet, on peut faire des évaluations, hein, si ça va être rentable ou pas. Et pour cela, donc on a depuis l'origine du projet des ordres de grandeur. Alors au début, vous voyez, donc et puis à la fin, c'est au pourcent près à la fin. Plus on avance dans le projet, et plus on affine. Avant de lancer le produit, il faut savoir s'il va gagner de l'argent ou pas, ou s'il va être accepté par le public, accepté par la réglementation ou pas. Alors des indicateurs, il en faut. Alors il y a beaucoup d'organisations dans le domaine de la chimie, mais pas que, qui ont développé ce qu'on appelle des métriques pour pouvoir mesurer. Parce que si on ne mesure pas, on fait n'importe quoi. Il faut savoir mesurer. Alors là, c'est un exemple où on peut mesurer par des ratios. Alors il y en a un certain nombre qui sont aujourd'hui importants, l'intensité de la matière. Donc la matière première moins la masse de produit fini divisé par un dénominateur qui peut être la masse de produit, le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée. On peut choisir. Il faut, c'est bien sûr que tout le monde choisisse le même, hein, mais on a plusieurs façons de mesurer par des indicateurs. Alors par la matière, par l'énergie. Aujourd'hui, hein, si on ne parle pas énergie, ben on n'est pas bien. Hein. L'eau aussi, l'eau est un défi. Tous les process consomment de l'eau, donc il faut en consommer le moins possible. Toutes les entreprises font des efforts dans ce domaine-là. L'émission de polluants, d'effluents plutôt, qu'ils soient gazeux ou liquides. Les déchets solides, les déchets liquides, gazeux. Et puis les effets aussi, parce qu'il y a des effets qui sont indirects ou à plus long terme dans l'environnement. Hein. Alors l'épuisement de la couche d'ozone, on l'a résolu, hein, parce qu'on a arrêté la fabrication de CFC qui était dans les aérosols. L'acidification, l'eutrophisation, voilà. Il y a beaucoup d'indicateurs. Et puis on peut s'amuser à comparer par rapport à d'autres, d'industries par rapport à autre industrie. Là, il y a deux exemples. Un qui concerne l'alcool de betterave, ça a l'air idiot, mais les betteraves vont faire de l'alcool, ça utilise beaucoup d'hectares. Hein. Et puis ça utilise aussi beaucoup d'énergie pour faire du sucre, pour faire de l'alcool, la distillation, on a de l'énergie. Et puis de la main-d'œuvre, et puis des effluents. Voilà. Alors donc les experts peuvent s'amuser à calculer cet indice de développement de procédés durables en exprimant par kilomètre carré par an. Voilà, ça c'est une façon comme une autre de mesurer l'intensité en matière de développement durable. Alors,
Alors la gestion du risque, si vous avez tous entendu parler, on parlait de chimie, donc l'industrie chimique est, je dis pas traumatisée, mais extrêmement préoccupée du risque chimique qu'elle peut occasionner. Ça fait la une des journaux, et les médias ne ratent pas l'industrie chimique quand il y a un petit pépin quelque part. Donc ça, c'est important de connaître, d'identifier notamment les risques. Alors il y a plusieurs, alors c'est des noms barbares, mais dans leurs études et dans les premières années dans l'entreprise, ça c'est des termes que les ingénieurs et techniciens maîtrisent et connaissent par cœur. Alors, l'impact sur la santé et ce qu'on appelle l'écotoxicologie. Donc la pollution, elle est partout, malheureusement. Il y en a dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Vous avez entendu parler sans doute, même c'est même pas sûr, de la réglementation REACH. En France, quand on veut fabriquer un produit quel qu'il soit, il faut qu'il satisfasse à la réglementation REACH. C'est-à-dire que doit être agréé. Il faut faire la démonstration que la molécule, elle n'est pas toxique pour l'humain et pour l'environnement. Les plantes, la faune, la flore, etc. Donc ça, c'est toutes les molécules qui sont mises sur le marché, qui servent à faire d'autres produits, bien sûr, mais les molécules de base, elles doivent toutes passer sous les fourches codines de la réglementation REACH, qui est une réglementation européenne. Le problème, c'est qu'on n'est pas certain que les produits qui sont importés en France aient les mêmes contrôles. C'est même sûr que non. Il y a beaucoup de produits qui sont importés de façon sauvage, de pays que je nommerai pas, via Internet, et qui rentrent dans la composition. C'est un peu la limite de l'exercice, malgré tous les contrôles qui sont faits. Alors, en toxicologie, on a plusieurs façons de traiter le problème. La toxicité aiguë, chronique. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, en général, on est très loin des doses toxiques. On est très très loin. C'est pour ça que des fois, les médias disent attention, il y a telle ou telle molécule dans un produit, il faut faire attention, on a découvert ça. Mais en matière scientifique, analytique, et on cherche, on trouve toujours quelque chose. Mais souvent, c'est bien, bien inférieur à la limite tolérée par les organismes de santé, très très loin. Alors c'est vrai, c'est jamais bon dans le décor, mais on est souvent, la plupart du temps, très très loin. Alors ça, c'est la généralité. Il y a toujours des cas exceptionnels et que les médias, malheureusement, pointent souvent du doigt. Alors, il y a des nouveaux agents toxiques qu'on a découverts. Les nanoparticules, il y en a partout, ça aussi. Et les perturbateurs endocriniens, vous en avez entendu parler, ça c'est assez nouveau au fil des âges. Voilà. Alors aussi, ça c'est pour vous qui êtes destinés à des carrières scientifiques, il ne faut pas confondre danger et risque. Dans le grand public, on confond souvent les deux. En fait, le risque, c'est la multiplication, regardez la dernière ligne, du danger par l'occurrence. L'occurrence, c'est le temps d'exposition d'un produit. Voilà. Un produit qui peut être très dangereux, par exemple l'acide chlorhydrique. Si vous buvez 1 litre d'acide chlorhydrique, ça c'est très dangereux. Mais normalement, vous n'êtes pas amené à boire 1 litre d'acide chlorhydrique. Par contre, s'il y en a des traces dans un produit, parce qu'il aurait été mal rincé ou autre, là, le risque, il devient le danger. Mais par le facteur d'exposition. Alors le facteur d'exposition, ça peut être tant d'heures par jour, tant de minutes, tant de concentration dans un liquide, etc. Un exemple, puisque notre association s'occupe des produits, on a beaucoup travaillé dans le domaine de la peinture. La peinture, c'est énorme, il se fait plus d'1 million de tonnes de peinture par an. Alors, chez vous, quand vous peignez, mais les industries, les voitures, les bâtiments, donc de la peinture, on en utilise partout. Donc, et dans les peintures, il y a encore quelques années, il y avait beaucoup de solvants
que les peintres respiraient. Donc là aussi, on vient quelles sont les doses acceptables par jour, etc. Et puis aujourd'hui, comme pour les cosmétiques, ils sont entièrement en train de basculer vers des peintures dites écologiques, c'est-à-dire avec des ingrédients biosourcés. Voilà. Alors ça touche les pigments, les solvants, les liants, les texturants, etc., les colorants. Et donc l'industrie des peintures, représentée ici sur le salon par la FIPEC, entre autres, mais il y a d'autres associations, ont beaucoup travaillé à transformer cette industrie en utilisant des produits biosourcés. Ça, c'est des beaux débouchés pour les gens qui cherchent des emplois dans la chimie, mais qui ont du sens. La chimie, aujourd'hui, est l'objet de proposer des produits qui ont du sens. Sinon, les gens ne veulent pas continuer à participer à la fabrication de produits toxiques. Donc là, aussi, des beaux travaux de recherche à faire pour changer la formulation des peintures en peinture biosourcée. Quand on parlait de toxicité, donc les experts en recherche de toxicité s'intéressent à toute la chaîne alimentaire. Et donc ça démarre à partir des plantes. Par exemple, là, c'est un schéma d'une rivière, ou quelque chose comme ça. Donc il y a des algues. C'est bien connu, c'est les petits organismes qui sont mangés par les plus gros, ainsi que si, pendant toute la chaîne alimentaire, et puis jusqu'aux plus gros dans les mers, comme les baleines. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que des fois, il ne faut pas manger des poissons qui vivent très très longtemps et qui sont gras, parce qu'ils ont cumulé tous les polluants générés par l'activité humaine. Et ce que je disais tout à l'heure, si on cherche, on trouve. Il y a quelques décennies, les méthodes analytiques ont mesuré le gramme par litre, disons, ou le milligramme par litre. Aujourd'hui, on est au microgramme par litre, et bien demain, on sera au nanogramme par litre. Donc si on cherche un composant néfaste, toxique, on le trouvera toujours. Après, c'est une question de dose, c'est un risque égale danger multiplié par occurrence. Bon, ça, c'est un peu compliqué, je vais passer vite, parce que l'heure tourne aussi. Alors oui, j'ai 3 ou 4 slides terminés. Donc le terme de responsabilité élargie des producteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été instauré dans la loi AGEC, qui est une loi française, donc qui doit prévoir un certain nombre d'incorporations de matières premières recyclées. Ça commence déjà dès 2025. Donc chaque filière, textile, l'emballage, la peinture, les matériaux de construction, doivent incorporer progressivement, d'ici maintenant jusqu'à 2030, un certain pourcentage de produits qui ont été recyclés. Alors, c'est difficile, parce que quand on voit le tri, comment il est fait, c'est très difficile. Et puis après, il faut incorporer. Et il y a des matériaux, on n'en a pas assez. Donc en fait, la loi prévoit, je dis n'importe quoi, par exemple 20% d'incorporation de matériaux recyclés dans tel ou tel produit. Et si on n'est pas capable de les collecter correctement et de les recycler, donc là, il y a un problème. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont avoir des amendes, etc. Donc la loi française fait partie des lois qui sont les plus draconiennes dans les pays. Et puis c'est culturel. Il y a des pays qui sont beaucoup plus, entre guillemets, écolos. Les pays d'Europe du Nord, ils sont liés depuis bien plus longtemps que nous. Nous, on a encore des filières qui marchent très bien. Le verre est pratiquement recyclé. L'aluminium, c'est facile à séparer, de toute façon. C'est un non ferreux. Donc c'est facile à trier et à recycler. Mais même ce que je disais tout à l'heure, il faudra toujours rajouter de la matière vierge. Donc voilà, c'est ce que je disais. Il y a 16 filières qui sont concernées depuis 2025. Et vous voyez la liste. Le législateur, il n'a pas lésiné. Textile pour la maison, emballage dans la restauration. Par exemple, ça, c'est tous les produits issus des fast-foods. Les fast-foods sont obligés de réincorporer, de trier et de pouvoir, de façon à incorporer dans tous les produits chimiques ménagers, les dispositifs médicaux, les chewing-gums. Vous voyez ça. Et puis, je terminerai par là.
le facteur humain, c'est ce que j'avais commencé à dire, hein. Il est impératif que dans les entreprises, si on veut assurer la pérennité des savoir-faire, de transmettre le savoir. Les gens qui, pour des plans de licenciement massifs, ont liquidé, entre guillemets, toutes leurs compétences, ben, quand le marché ressurgit, ben, ils le payent. On l'a vu récemment avec la guerre en Ukraine, malheureusement, l'industrie militaire, de fabrication militaire française avait quasiment disparu. Et puis c'est pour reconstruire, pour redesigner et refaire des chars et des canons et des choses comme ça, ben, ça prend des décennies. Donc les États ou les entreprises qui ont su voir à long terme et préserver leurs compétences, ben, un jour ou l'autre, c'est payant. Alors effectivement, après, c'est deux stratégies, deux visions différentes. Soit on est très court-terme, c'est-à-dire que satisfaire l'actionnaire pour les 6 mois, voire la semaine qui suit, le mois suivant, et puis on vire 30 000 personnes en disant on verra. Mais puis quand le marché redémarre, le besoin se fait ressentir, ben, il n'y a plus les gens sur le marché, il n'y a plus les compétences, et ben, ça peut créer de graves problèmes à la société, parce qu'en fait c'est la société qui en paye le tribut. Hein. Voilà, et je terminerai par, comme on est au village de la chimie, le bouquin que le président de l'association, au premier rang, Jean-Pierre Dalpont, a coordonné. On est une vingtaine de membres de la Société des experts à avoir écrit un chapitre, et ça développe en 400 pages tout ce que je viens de vous raconter. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, s'il y a quelques questions, avec plaisir, j'essayerai d'y répondre. Merci, Monsieur Girardon, pour cette belle présentation.